Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir dans notre projet tous les jeudis en direct à 19h29, parfois 30. Je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste, naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour vraiment transformer de vie, à commencer par la vôtre et celle de vos clients ou de vos patients. Cette chaîne elle a été faite avec beaucoup d'amour pour le professionnel de santé. Si vous êtes un professionnel de santé ou si vous avez l'intention de devenir un professionnel de santé, soyez-vous bienvenus. Et je voudrais déjà vous demander de faire le like. Si vous êtes sur Facebook, de faire un petit commentaire. Si vous êtes sur Instagram aussi, parce que c'est comme ça que la chaîne va grandir. Et vous avez sur YouTube la cloche où vous pouvez clocher et normalement, vous êtes informé de tout ce qui se passe au niveau de live. Aujourd'hui, on va parler d'une organite qui est très importante. En fait, nous avons un chapitre, un module complet sur cette organite qui est la mitochondrie et on va prendre un petit morceau pour vous présenter parce que les mitochondries en fait et cette mitochondrie. Qu'est-ce qu'on va dire de cette mitochondrie? Alors, mon équipe a fait cette photo que je vais leur remercier parce que c'est très joli. On est dans notre live 45. On a cette mitochondrie, cette photo de la mitochondrie, très belle. Et notre titre, et ça c'est la partie 1, parce que malgré, je vais parler que de cette partie de la mitochondrie, le sujet est vaste. Et donc, je mets un petit peu. Et je vais m'arrêter la partie 1. Et dès que je ne veux pas dépasser beaucoup de temps pour ne pas vous fatiguer, pour que ce soit quelque chose qu'on profite le maximum des informations et que ne vous soyez pas extrêmement fatigué. Et là, une fois qu'on arrive, je fais partie 2 après. On n'est pas pressé, n'est-ce pas? Donc, cette formation sur les mitochondries, on va discuter effectivement la clé pour la santé hormonale. Impossible de comprendre la nutrition fonctionnelle si vous ne comprenez pas le mécanisme mitochondrial. Et je ne vais pas expliquer la base de la mitochondrie parce que je pense que vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, vous avez des formations dans l'Académie Marceau gratuite il y a d'ailleurs des formations sur la base de la mitochondrie que vous pouvez regarder sur le site sur notre plateforme de formation Académie Marceau dans la partie gratuite. C'est très simple, vous pouvez vous inscrire et vous allez avoir accès à toutes nos formations gratuites. Et donc, je ne pouvais pas commencer cette histoire de mitochondrie clé pour la santé hormonale sans vous montrer l'essentiel. Quel est toujours le point de vue de la nutrition fonctionnelle? Le point de vue est toujours celui de la matrice de la nutrition fonctionnelle que je vous présente dans plusieurs façons. Ça, c'est une autre façon de présenter la matrice. Ce n'est pas important si c'est un carré, si c'est une boule. Parfois, je ne mets pas, par exemple, là, il n'y a pas le mot stress, mais la base, elle est toujours là. Vous voyez là, vous pouvez compléter le nom de votre client, la date, l'âge, le poids, la taille, l'IMC, les tours de taille. Vous pouvez ici écrire pourquoi, quel est sa home, comme je dis, pourquoi il est devant vous, quel est son objectif. Vous pouvez écrire là où c'est écrit XXX. Et vigilance, ça veut dire ce client ou ce patient,
on doit faire vigilance à certains points. Exemple, prédiabétique, exemple, thyroïde. Quel est le point qu'on doit être vigilant? Ça, c'est un modèle que je partage avec vous complètement gratuitement, que ça fait énormément de différence si vous l'utilisez. Et donc, quand nous allons traiter un patient ou un client, nous avons demandé déjà tout ça. Quand on va penser à la mitochondrie clé hormonale, on a déjà pensé, on a déjà fait tout ça. On a déjà pensé à demander l'histoire personnelle de ce patient, ses antécédents de santé et de maladie, l'accouchement, comment ça se passait, son accouchement, son allaitement, son enfance. Est-ce qu'il y a eu des événements déclencheurs importants? Attention de ne pas mélanger des événements déclencheurs émotionnels du passé avec ce qu'on cherche, c'est d'expliquer dans la situation présente, pourquoi il présente tous ces signes et symptômes. C'est ça notre objectif, d'accord? Il ne faut pas se perdre dans l'histoire du patient. Vigilance, Soumeya, c'est quels sont les points que nous, par rapport à ce client ou à ce patient, on doit être vigilant. Est-ce que peut-être il est prédiabétique ou diabétique? Donc, on doit être vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle chronique? Sont le point de faiblesse de ce patient et le plus important que je mets là normalement. OK? J'étais en train de vous dire que nous avons alors toute son histoire, ses antécédents, l'antécédent de la famille, de sa famille. Généralement, ce qui nous intéresse, c'est cette famille de ce patient. Il décède de quoi, normalement? Quel est le point faible, le maillon faible de la famille? Le plus fantastique de cette matrice, c'est qu'elle va permettre, écoutez-moi, elle va permettre les traitements les plus appropriés et les plus complets de maladies chroniques, des maladies de civilisation. Elle permet de comprendre l'étiologie, les causes du tableau clinique sans penser à l'étiquette polyarthrite rhumatoïde, parce que polyarthrite rhumatoïde, il y aura plein de signes et de symptômes que le médecin va configurer dans l'étiquette polyarthrite rhumatoïde. Mais la polyarthrite rhumatoïde, on sait que défense et réparation est compromise, on sait que biotransformation est compromise, on sait que l'intégrité structurale et l'assimilation et l'énergie, plusieurs points sont compromis, n'est-ce pas? Et donc, de toute façon, elle va permettre de comprendre la cause de cette maladie. Elle permet un traitement, comme je vous ai dit, complet, adéquat et surtout, faire la prévention et stopper les signes et symptômes que le patient présente en ce moment. C'est quelque chose, excusez-moi, de fantastique. Mais vous avez besoin pour cela de connaissances de base fondamentales et de savoir faire le lien, de tout ce point-là, de tout ce nœud qu'on appelle de nœud biologique, qui est différent des systèmes digestifs, système rénal, système... C'est pas ça. Chaque nœud a un composant fonctionnel. C'est pour ça qu'on appelle ça la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et, par exemple, mon patient, il y a un dysfonctionnement hormonal, n'importe lequel. Ce dysfonctionnement hormonal, il est dans les nœuds communication. Parce que communication, c'est comment les cellules, les tissus, les organes et les systèmes vont se communiquer. Donc ça, c'est essentiellement les hormones et les neurotransmetteurs. Vous voyez qu'on a là deux systèmes, les systèmes endocriniens et les systèmes nerveux. Deux systèmes complexes, deux systèmes compliqués, n'est-ce pas? Et la question qu'on va se poser à partir du moment qu'on sait qu'il y a un dysfonctionnement hormonal, c'est quelle est l'origine de ce dysfonctionnement hormonal?
C'est ça ce qui nous intéresse. C'est arrivé où ça? Comment? Dans l'intestin? Là? Dans l'intestin? Dans le poumon? Est-ce que c'est une allergie à une immunité élevée? Est-ce que c'est dans une inflammation? Je parle de dysfonctionnement hormonal. Hein? Je me pose toutes ces questions. Est-ce que c'est une question mitochondriale? Mitochondriale, qu'on va voir aujourd'hui un peu. Est-ce que c'est une question de toxines? De excès de toxines? Là, on est dans la biotransformation. Est-ce que c'est un problème de transport sanguin jusqu'à la glande en question? Est-ce qu'il y a une interaction de ces déséquilibres hormonaux avec des neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine? Je n'en sais rien. Est-ce que l'activité physique influence cette hormone-là? Est-ce que le sommeil va influencer? Est-ce que la nutrition va influencer? Tout ça sont des liens qu'il va falloir savoir travailler. Vous comprenez la valeur de cette matrice? Est-ce que vous comprenez l'importance de savoir jouer avec tous ces éléments pour arriver à traiter le patient d'une façon définitive? Et pas, il revient. C'est pas ça notre objectif. C'est de faire l'éducation en termes de sommeil, relaxation, activité physique, nutrition. Il n'y a pas un protocole. Pourquoi qu'il n'y a pas un protocole dans le sens qu'on ne peut pas dire à tout le monde la même activité physique, la même relaxation, la même nutrition, la même hydratation? Ça va varier d'un organisme à l'autre. C'est complexe et c'est pour ça que je suis là, pour vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle. Alors, patient, on va continuer dans cette démarche. Un professionnel, réfléchissez avec moi, qui domine cette matrice, qui ne va pas se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais qui domine, il devient une référence dans son métier, c'est obligé, il devient une référence, il va pouvoir dominer son sujet avec une aisance telle et d'une façon très approfondie que rien ne va lui faire peur. Vous comprenez? Et c'est pour ça que j'insiste sur ce modèle. Patient, si vous recevez un patient, même si vous êtes un coach sportif, et si vous êtes un médecin, je mets deux extrêmes, ok? Coach sportif, diététicienne, au milieu on a naturopathe, on a ostéopathe, okay. Tout le monde a sa valeur, tout le monde. Donc un professionnel qui domine son métier, qui domine son sujet, qui comprend le pourquoi et le comment, il devient une référence, c'est obligé. Donc un patient avec Alzheimer, avec Parkinson, avec endométriose, avec la thyroïdite d'Hashimoto, ou je ne sais pas quel nom vous voulez donner, d'autres maladies, je vais regarder et je vais analyser cette matrice et chercher les déséquilibres. Vous voyez? Et je vais chercher aussi les équilibres, les déséquilibres et les équilibres. Ne pensez pas que tout est l'intestin. Il y a aussi la phase que l'élève, il pense que tout est l'intestin. Non, non, non. C'est vrai que l'assimilation, l'intestin, c'est une partie extrêmement importante parce qu'il faut traiter, elle a un retentissement sur les autres nœuds. Mais les autres nœuds ont aussi leur importance. Et là, on parle alors de cette vision des nœuds systémiques que vous aurez besoin pour être ce que j'appelle un professionnel diamant, un transformeur diamant. Je vous invite à devenir un professionnel diamant. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous-même. Vous-même, parfois votre façon de travailler, votre façon d'étudier, elle vous empêche d'arriver à d'autres niveaux. Et c'est pour ça que je suis là. Nous avons
plusieurs hormones qu'il faut faire un équilibre. Et on appelle, quand on arrive à vraiment travailler la communication en termes hormonaux, on est déjà dans l'équilibre qu'on appelle l'équilibre fin. Parce qu'on a une priorité de nœuds biologiques. Parfois, le patient, il a des déséquilibres dans tous les nœuds. Ben, je vais faire comment? Donc, on a des priorités à traiter. On traite l'assimilation, on traite la biotransformation, on traite l'énergie. Et l'un des derniers, c'est ce nœud-là. Parce que c'est un nœud plus fin. C'est un nœud plus compliqué aussi. Donc, les transformeurs, les professionnels diamants, ils veulent non seulement résoudre les problèmes de maladies chroniques, mais générer de la santé. Il veut générer et donc il va falloir comprendre ces balais, parce que c'est un balai d'hormones. Et là, on aura ce balai d'hormones, cet orchestre hormonal, comme les centres de notre préoccupation. Et je ne veux pas rester ici en train de vous dire chaque hormone, on va passer des années. L'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a pas mal de choses à régler, pas mal de choses à étudier et que tout ça que vous voyez là se communique. Se communique. C'est d'une beauté absolue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons 30 000 milliards de cellules humaines. 30 000 milliards. Je ne sais même pas comment imaginer ça. 30 000 milliards. C'est 10 puissance 13. Un numéro 10 avec 13 zéros. Bon, des cellules humaines. Et nous avons 100 000 trillions de mitochondries. Vous avez l'habitude de comparer le nombre de bactéries, 10 puissance 14, au nombre de cellules, 10 puissance 13 du corps. Et là, je vous présente pas le nombre de bactéries, mais le nombre de mitochondries. Ces mitochondries, elles seront distribuées dans les cellules de notre corps selon la demande de chaque tissu, de chaque organe et de chaque système. Vous comprenez bien que le cerveau exige énormément d'ATP déjà. Et donc, le cerveau aura une quantité de mitochondries beaucoup plus importante que les cellules des ongles, malgré elle est toujours en train de se renouveler. Mais ce que je vais dire, le foie, il y a énormément de mitochondries. On a des cellules, la cellule pariétale de l'estomac, elle est richissime en mitochondries parce que déjà, c'est à partir de CO2 qu'on va produire de la formation de cet ATP, CO2 plus l'eau, n'est-ce pas, qu'on va possibiliter la production de l'acide chlorhydrique au travers de l'anhydrase. Et donc, plus l'organe a une fonction qui exige beaucoup d'énergie, plus il y aura de mitochondries. Et en parlant de mitochondries et d'exigence des organes, nous avons ici un organe qui est la glande surrénale. Et pourquoi je parle de la glande surrénale? Parce que notre sujet d'aujourd'hui, c'est la relation, l'importance clé de la mitochondrie par rapport aux hormones. Et dans les mitochondries, et là en général, que nous produisons des hormones. Nous sommes ici, par exemple, dans la glande surrénale. Et cette glande surrénale, vous savez qu'elle a 3 zones, n'est-ce pas? Elle a la zone la plus externe ici de cette glande surrénale qui est en dessous de nos reins.
Elle a la zone glomérulaire, responsable pour la production des minéraux corticoïdes, comme l'aldostérone, qui a une liaison avec nos reins, n'est-ce pas? On a la zone fasciculée qui nous intéresse beaucoup parce que c'est la zone de glucocorticoïdes, production de cortisol. Et on a la zone réticulée qui est la zone productrice de ce qu'on va discuter là, de hormones sexuelles, n'est-ce pas? La brique pour les hormones sexuelles, production d'androgènes. Et au centre, on a la portion médulaire qui va produire nos catécholamines, adrénaline, noradrénaline, qui a aussi le nom de épinéphrine ou norépinéphrine. Très bien. Donc, nous sommes là en train de localiser les choses. Ici, on a la mitochondrie, ok, avec sa membrane externe, sa membrane qui a des invaginations internes, l'espace que vous connaissez intermembranaire très bien. Nous avons ici, qui c'est extrêmement important pour que vous compreniez comment les hormones sont produites, c'est là, c'est notre réticule endoplasmique lisse. Donc, vous allez imaginer dans votre tête que nous sommes dans la glande surrénale, on a dans la partie, comme on va produire cortisol, vous voyez ici cortisol, donc on est bien dans la partie fasciculée pour la production de cortisol, et que dans cette partie fasciculée, on a beaucoup de mitochondries. Et d'où va partir notre raisonnement? Notre raisonnement va partir ici, du cholestérol. Vous voyez? Attendez. On va partir du cholestérol. Vous voyez déjà l'importance du cholestérol. Le cholestérol est effectivement la base, la brique pour la production des hormones stéroïdiennes. Et ces hormones vont rentrer, on va avoir notre cholestérol qui va rentrer dans cette mitochondrie à l'aide de quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle STAR. Et STAR, c'est une protéine qu'on appelle Steroidogenic Acute, que je ne dis pas de bêtises, hein, Steroidogenic Acute Regulatory Protein. C'est un transporteur de cholestérol mitochondrial. Quand vous pensez à cholestérol et mitochondrie, vous pensez à STAR, ok? À la protéine STAR. C'est elle qui va amener ce cholestérol dans la mitochondrie où elle sera métabolisée par les CYP11A1. Les CYP11A1 a la capacité, ça c'est une protéine du type P450, qui a la capacité de cliver, de enlever la queue du cholestérol. Tout ça, il y a des détails qu'il va falloir connaître. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler de l'importance de la mitochondrie en termes de clés pour la santé hormonale. Ça veut dire qu'un déséquilibre hormonal, vous allez penser tout d'abord à la mitochondrie, à la santé mitochondriale. Et donc, on a ici cette CYP11A1. Et elle va transformer le cholestérol en prégnénolone. Vous voyez, prégnénolone? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez comment c'est intéressant. Cette prégnénolone, le passage n'est pas aussi simple. Hein? Il y a d'autres étapes. Mais on ne va pas étudier toutes les étapes ici maintenant. Le plus important, c'est que vous compreniez. Et donc, cette prégnénolone, elle va sortir de la mitochondrie et elle va dans notre réticulum endoplasmique lisse, pas rugueux. Rugueux, c'est production de protéines. Réticulum endoplasmique lisse, où vous allez trouver
tous ces enzymes-là que je suis en train de vous montrer. La 17 alpha, je ne sais pas si j'ai fait un... Ah oui, pardon. Donc, on est là. Hop. La 17 alpha hydroxylase. Ça veut dire quoi? Qu'au niveau du carbone 17, on va avoir une action, vous voyez, OH, sur le carbone 17 du ex-cholestérol. OK? Donc, au niveau du réticulum endoplasmique lisse, on aura l'action de cette 17 alpha hydroxylase. On aura une hydroxylation. Après, on aura la 3 bêta hydroxystéroïde déshydrogénase. Ça veut dire qu'on va perdre un hydrogène, c'est clair, déshydrogénase. Au niveau des 3 bêta hydroxystéroïde déshydrogénase. Dans ce sens-là, nous avons la possibilité d'étudier avec toutes les molécules biochimiquement parlant pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire chaque nom. D'accord? Mais bon, de là, tout dans le réticulum endoplasmique, on va passer, c'est une chaîne, une cascade enzymatique, qu'on va venir à la 21 hydroxylase. Donc, la 17 alpha hydroxylase, la 3 bêta hydroxystéroïde déshydrogénase et la 21 hydroxylase, elles ne sont pas du tout, la 17 à la 21, dans la mitochondrie. Elles sont dans le réticulum endoplasmique lisse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va revenir à la mitochondrie. C'est énorme cette histoire. Ça revient à la mitochondrie. Et là, on aura l'action de la 11 bêta-hydroxylase, là, 11 bêta-hydroxylase, vous voyez là, qui va agir et on aura finalement la production du fameux cortisol. Donc, nous sommes bien dans la zone réticulée. Il faut dire que tout ça, c'est lié à notre système nerveux sympathique. Vous savez, parce que les cortisols, c'est notre façon de donner, il fait partie de notre système de défense de notre corps et lié au système nerveux sympathique. Donc, il y aura une priorité de production de cortisol si le corps comprend que notre vie est en danger. Regardons alors que une partie de cette production est dans le réticulum endoplasmique lisse et une autre partie est dans la mitochondrie. Donc, est-ce que vous imaginez bien qu'on est dans une cellule? La cellule, elle a un noyau. Ce noyau a plusieurs mitochondries, réticulum endoplasmique lisse. Et nous sommes où, Elisa? Ces cellules, elles sont où? Elles sont, en ce moment que je vous explique, dans la zone fasciculée de la surrénale. OK? C'est toujours important de ne pas perdre cette notion où on est. Donc là, vous voyez, c'est écrit cortisol, là-haut, pardon. Cortisol pathway. C'est ce que je viens de vous montrer. Après, il y a une autre voie. Là, c'est la voie du cortisol que je viens de vous montrer. D'une façon hyper simplifiée. Donc, ce type d'information, ce qui cause les stress mitochondrial, parce que vous comprenez que si on a un stress mitochondrial, un stress du réticulum endoplasmique lisse, on aura un déséquilibre hormonal. Donc, le professionnel diamant, il se rend compte de l'importance de cette connaissance. Parce qu'il va falloir chouchouter cette mitochondrie au travers, en première, de l'alimentation, au travers de l'activité physique, au travers de modifiables que je n'arrête pas de vous expliquer. Regardez qui ancré à cette mitochondrie, nous avons aussi la MAO. C'est quoi la MAO? La MAO, c'est tout simplement
les enzymes qui sont responsables de la dégradation, écoutez-moi, de la dégradation des catécholamines. Donc, on va partir ici de la tyrosine. Vous voyez la tyrosine. Qu'est-ce que c'est la tyrosine? La tyrosine, c'est un acide aminé non essentiel qui a un grand rapport avec la phénylalanine, qui est un acide aminé essentiel. OK? Mais bon, on va de tyrosine à DOPA. Vous voyez là? DOPA, c'est la 3,4 dihydroxyphénylalanine. Et de cette DOPA, on va passer à la dopamine. Vous avez déjà vu ici dans nos lives ce cheminement-là. Hein? Et remarquez bien qu'on a MAO A et MAO B. Ça va dépendre, MAO A et MAO B. La différence, c'est plutôt vis-à-vis de la localisation des enzymes. Donc, les mitochondries auront MAO A ou MAO B et parfois les deux. Par exemple, je vais réfléchir ici, si je me rappelle, MAO-A. MAO-A dans le foie, MAO-A dans le tube digestif, MAO-A dans la placenta. OK? Et la B, je me rappelle de plaquettes. La MAO-B, elle est dans le plaquette. Et dans les cellules chromaffines, qui sont des cellules dans la médule surrénale, là-haut. OK? Et aussi dans les paraganglions du système nerveux sympathique. Donc, MAO-A et MAO-B vont changer selon où est la localisation de cette mitochondrie. D'accord? OK? Tout le monde est bon? Et donc, je suis en train de partir de ma tyrosine et je suis en train de former, c'est quoi là? La DA, la dopamine, la noradrénaline ou en anglais norépinéphrine. Tout à fait, la monoamine oxydase. Ça veut dire qu'elle va, elle dit déjà, elle va oxyder les monoamines. OK? Les monoamines, on peut oxyder à ce moment-là tout le neurotransmetteur, par exemple, qui sont représentés par des monoamines. D'accord? Elles vont permettre l'inactivation des neurotransmetteurs de la chaîne de monoamine. Noradrénaline, sérotonine, dopamine, ok? Qui d'ailleurs vont participer de la stabilisation de notre humeur. Donc là, je suis en train de vous montrer l'action de ces enzymes qui sont collées à la mitochondrie. C'est important ça, parce que notre sujet c'est mitochondrie. Et qui vont former la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline, ok? Ou norépinéphrine et épinéphrine. Qu'est-ce qui est extrêmement important? Pourquoi je vous montre tout ça? Vous savez d'ailleurs que les antidépresseurs ainsi que la cigarette vont agir en train d'inhiber le MAO, les monoamines oxydases. Donc, les antidépresseurs, ça veut dire qu'on va laisser rester plus de temps dans la fente synaptique, qui est l'union d'un neurotransmetteur, d'un pré-neurone avec un post-neurone, au milieu où sont les vésicules de sérotonine sont versées. Il n'y aura pas la MAO pour agir et dégrader. Donc, on aura plus de sérotonine. Évidemment, qu'on aura d'autres conséquences, n'est-ce pas? Le corps va subir d'autres conséquences quand on prend ces antidépresseurs. Mais ce n'est pas notre sujet. Mais je vous explique quand même. Alors, en termes physiologiques, la MAO, elle va alors permettre une inactivation des neurotransmetteurs qui doit se faire. Et là, on a besoin, pour produire cette noradrénaline et cette adrénaline, de certains micronutriments. Et donc, je voudrais vous expliquer où va rentrer la nutrition fonctionnelle dans tout ça. C'est que
pour avoir cette compensation, mes patients ont des humeurs que ça va pas. Donc là, on est bien dans le niveau communication. On va penser à la mitochondrie. On va penser à MAO, les monoamines oxydases. On va penser à la compte aussi. Mais là, ce qu'on est en train de construire, on sait qu'on a besoin de BH4. On a besoin de quoi? Tétrahydroxybioptérine. On a besoin de vitamine C. On a besoin de NADH. On a besoin aussi de notre fameuse B6. Tout ça, magnésium. On a besoin de SAM. On a besoin de la S-adénosyl L-méthionine. Ah, Elisa, donc, si on a besoin de SAM, je vais à la pharmacie et j'achète les SAM. Non, 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 ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi simple. Aller à la pharmacie acheter du magnésium, aller à la pharmacie acheter du B6. Non, vous n'allez pas à la pharmacie. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez analysé l'alimentation de votre client ou de votre patient? Est-ce que vous avez analysé sur le point de macronutriments et sur le point de vue micronutritionnel? Et les SAM, si vous donnez les SAM comme ça, vous pouvez avoir un excès d'homocystéine. Vous allez chambouler toute la méthylation de ce client. Donc, je vous dis qu'ils ont besoin de ça, mais vous allez chercher dans un premier temps la vitamine C, la NADH, la B6, tout ça dans l'alimentation. La NAD, la base, c'est qui? C'est la B3, la niacine. Et la B6, c'est la pyridoxine. OK? Et on a des aliments spécifiques pour ça. Alors, j'ai tout expliqué. Ah! Là, c'est quand même un positionnement très simplifié pour vous montrer d'où on est venu. Pour expliquer, attendez, ça, la voie du cortisol, je vous montre une autre façon de regarder. Et là, on va partir de là, regardez, acétyl-CoA, n'est-ce pas, qui va former le cholestérol. Là, il faut connaître la voie du mélavonate. Il faut connaître comment on va synthétiser cholestérol. On a aussi les circulating LDL, les LDL, les lipoprotéines qui sont en train de circuler. Tout ça rentre dans la mitochondrie pour former la fameuse prégnénolone. Cette prégnénolone, là, ce que je vous ai montré, c'est là, 17-hydroxy, 11, pardon, non. Je vous ai montré cette voie ici, la voie de formation du cortisol. Mais vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de la progestérone. Des prégnénolones, on a la formation de progestérone, qui va avoir finalement la formation de cortisol. Et tout ça est mélangé les uns avec les autres. La 17-alpha-hydroxylase, elle est là. Donc, en fait, ce que je vous ai montré, ce n'était pas cette voie ici. C'était plutôt cette voie ici. De 17 prégnénolone, j'ai sauté la 17-hydroxyprégnénolone et j'ai utilisé la 17-alpha-hydroxylase. Regardez avec moi. Là, cholestérol, prégnénolone et la 17-alpha-hydroxylase, elle est ici. Donc, vous comprenez bien que cette 17-alpha-hydroxylase-là, elle est déjà au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Ça, c'était au niveau de mitochondrie et ça, c'était au niveau du lisse. Et là, on vient former le cortisol. Mais on a d'autres voies qu'on va aussi, là, au travers de la formation de progestérone, on peut aussi former du cortisol. Vous voyez? Et on a ici, vous voyez que cette 17-hydroxyprégnénolone, que je suis partie de prégnénolone à cortisol, mais je peux partir de prégnénolone en utilisant la 17-hydroxyprégnénolone et pas la 17-alpha, la déhydroxyépiandrostérone, qui va me donner un androsténédione et je vais former là, estradiol. Vous voyez? Donc, je pars
de quelque chose de déhydroépiandrostérone, les DHEA, là, DHEAS, les DHEA qu'on parle beaucoup pour les hommes, qui forment la testostérone, c'est le même DHEA qui va venir former l'estradiol. Tout ça, il faut regarder calmement et on a besoin d'une formation, évidemment. Très bien. Les organismes, conclusion, hein, les organismes ont évolué pour positionner les étapes clés de la stéroïdogénèse, y compris les corticostéroïdes. Donc, vous comprenez bien que stéroïdogénèse, c'est production des hormones sexuelles. Corticostéroïdes, c'est la production des corticoïdes. Donc là, y compris corticostéroïdes, les hormones sexuelles, au sein des mitochondries. Je ne parle pas d'ATP là, hein. Je parle de l'importance de la santé mitochondriale pour les hormones sexuelles. Je parle de progestérone, de testostérone, de estradiol, d'estrone et de estriol. Je parle de ça. Je parle de tout ce qui va. Je peux penser, dans mes pensées, je peux penser à problèmes de fertilité, je peux penser à problèmes de SIOPK, syndrome des ovaires polycystiques, je peux penser à problèmes de cancer du sang, je peux penser à problèmes de libido, je peux passer ma journée ici en train de penser à des problèmes. Donc, si quelqu'un a un problème de libido, si quelqu'un a un problème de thyroïde, si quelqu'un, parce que là, je parle des hormones sexuelles, mais au long de notre formation, là, live, vous allez voir que je vais parler de mitochondries et thyroïde. Je vais parler de mitochondries et de perturbateurs endocriniens. OK? Parce que c'est mitochondries clé pour les hormones générales, qui c'est la première diapo que je vous ai montré avec tous les hormones. Donc, une conclusion, c'est que les hormones sexuelles dépendent de la santé mitochondriale. Donc, vous n'allez pas penser à endométriose dans un premier temps. Vous avez travaillé le modifiable, vous allez travailler tout ce qui est autour. Et là, quand vous allez travailler les hormones vraiment, vous avez déjà passé par l'état mitochondrial. Qu'est-ce qui va rester? Parfois, ça reste rien du tout. Vous avez résolu le problème. Comment ça veut dire? Les mitochondries sont sensibles à plusieurs facteurs de stress environnementaux. Ça veut dire comment traiter, comment penser à la santé mitochondriale. Les mitochondries, elles sont sensibles à plusieurs facteurs de stress environnementaux, métaboliques, neuroendocriniens et des médiateurs du stress, comme les corticoïdes, les estrogènes, l'angiotensine et cannabinoïdes. Et là, vous allez me dire, je n'ai rien compris. Je vous explique. C'est qu'au même temps que les mitochondries vont faire la synthèse de ces hormones-là vont agir par feedback, ça veut dire rétroaction au niveau de la production de ces mêmes hormones. OK? C'est le mécanisme classique de feedback, de rétroaction. Donc, les mitochondries, elles sont sensibles au stress de l'environnement, au stress métabolique, aux neuroendocriniens, médiateurs du stress, comme les cortisols, n'est-ce pas? Les estrogènes, les angiotensines qui vont participer là de hypertension, et cannabinoïdes. Cannabinoïdes, vous savez, c'est les CBD, ce sont des substances actives des plantes. Cannabis sativa, n'est-ce pas? Qu'on va trouver au niveau de fleurs. Donc, ça veut dire, s'il y a ingestion de ça, il y aura des effets. Elles sont utilisées aujourd'hui pour les effets anti-épileptiques, pour des effets anxiolytiques, n'est-ce pas? Les cannabis, tout simplement. Il y a des preuves cliniques et précliniques qu'il y a des actions très importantes.
comment stimuler les mitochondries avec l'âge. Et effectivement, Jean-Pierre, les mitochondries, les poules mitochondriales, il a une tendance à se renouveler de moins en moins. Comment vous allez faire ça? Activité physique, au travers de chouchouter votre processus de production de poules mitochondriales. Donc, vous avez besoin de tout ce qui fait faciliter la production d'ATP. Donc, complexe de vitamine B, vous aurez besoin de niacine, vous aurez besoin d'élasticité pour la mitochondrie, donc vous aurez besoin de EPA, vous voyez, de DHA. Donc, je vous mets ici, je ne vais pas expliquer tout ça, mais ça, c'est un article. Regardez l'importance, parce que par le titre de l'article que je mets à votre disposition, parce que vous pouvez tout simplement copier le titre, cliquer dessus et la traduction dans le Google sera faite. Et un article free article. Donc, vous allez taper Estrogen and Mitochondrial Function in Cardiorenal Metabolic Syndrome. Et là, vous aurez tout ce que vous avez besoin pour comprendre les rôles proposés des estrogènes et de ce récepteur dans le maintien de la fonction mitochondriale. Et non seulement ça, mais là-haut, l'action de cette mitochondrie au niveau de la réduction de la résistance à l'insuline, par exemple. Donc, vous voyez là toute l'explication. Ça, mTOR, IKK, pour ceux qui connaissent déjà, on est bien dans les facteurs de transcription, n'est-ce pas? On a eu là, mitochondrie dysfunction. Pourquoi? Parce que parfois, on a eu un excès d'estrogène. On a eu une hyperglycémie. On a eu un déséquilibre au niveau d'angiotensine, de système aldostérone-angiotensine. Regardez qu'est-ce que c'est écrit, s'il vous plaît. Western diet. Un régime occidental qui ne va pas, qui ne convient pas. Ça va causer un dysfonctionnement mitochondrial. Et là, dans cet article, vous allez comprendre le comment et le pourquoi. Donc, vous aurez une oxidative stress au-delà de la capacité de notre corps. Et donc, vous allez augmenter l'insulinorésistance du corps. Vous allez avoir impaired insulin secretion, problème au niveau, vous voyez, à partir du problème mitochondrial, vous aurez le pancréas, cellule bêta responsable pour production et sécrétion de l'insuline. Donc, un déséquilibre de la sécrétion de l'insuline, un déséquilibre de la captation du glucose au niveau musculaire. Problème avec qui? GLUT4. Problème de quoi? Au niveau du foie. Augmentation de la néoglucogénèse qui va faire appel à glycérol, qui va faire appel à acide lactique, qui va faire appel à acide aminé. Et acide aminé, on aura alors ici une fente musculaire, accumulation de triglycérides, augmentation de VLDL, on parle de quoi? Stéatose hépatique, qui peut devenir une NASH. Et on aura aussi, là, adipocyte, augmentation on peut avoir un processus d'augmentation du nombre et de la qualité du volume de ces adipocytes. Inflammation. N'oublions pas la calcification, la rigidité augmentée, l'inflammation, l'hypertension et l'artériosclérose artérielle. Ça, c'est un article qu'il ne faut pas laisser passer là-haut. L'objectif, c'est la fonction cardio-rénale métabolique, hein? Mais tout est expliqué là-dedans. Je ne sais pas comment vous convaincre que c'est du top. C'est du top. Et la mélatonine, j'ai beaucoup parlé
Pour ceux qui ont participé de notre dernière masterclass sur la thyroïde, on a parlé de mélatonite. Hein? Mélatonite qui fait opposition avec le cortisol, la mélatonine produite par la glande épiphyse ou pinéale, régulateur central de la mitochondrie. Voilà pourquoi le sommeil est essentiel à la santé mitochondriale. Donc, je reviens à répondre à la question de Jean-Pierre. Comment stimuler les mitochondries avec l'âge? Jean-Pierre, il faut dormir. Il faut absolument dormir. Rappelez-vous de la matrice de la nutrition fonctionnelle. Le modifiable, un de première, c'est la question du sommeil. C'est la question aussi de l'hydratation. Nouvelle preuve d'une conversion croisée entre mélatonine et mitochondrie, médiée par une interaction circadienne compatible avec, vous savez, l'oxyde nitrique. Quelle est la fonction basique de NO, synthèse de NO? Vasodilatateur, n'est-ce pas? Nous allons continuer notre histoire jeudi prochain. Ça, vous avez le temps de re-regarder calmement. Peut-être, ça serait intéressant de regarder un petit peu ces deux articles que je vous ai proposés. Regardez si vous êtes capable de comprendre. Regardez votre niveau de compréhension déjà. Et on va voir d'autres hormones comme les hormones thyroïdiennes, la T3. Quelle est la question mitochondriale par rapport à tout ça? Je vous souhaite une excellente journée. Profitez pour étudier un petit peu tout ce sujet-là, intéressé par le sujet. Si vous voulez devenir un professionnel diamant dans votre métier. Je vous remercie. À bientôt. Like. Et si vous pouvez, partagez cette vidéo. Ça va nous aider. Bisous. À bientôt. Tchau. Vem comigo.